Merci de nous retrouver pour cette sixième partie de vidéo consacrée aux prévisions et prédictions 2019 pour les années futures. Donc on s'était arrêté sur la partie alimentaire, hein. On a beaucoup insisté là-dessus, puisque ça a un rapport direct avec Uranus en taureau, donc qui va perdurer, c'est un cycle qui va durer 7 ans, hein, donc 2019 jusqu'en 2026. Et d'ailleurs la transition est toute trouvée, donc là vous avez cette photo justement d'un pâtissier qui apparemment s'est inspiré justement de ce mouvement des Gilets jaunes pour en faire une spécialité et revisiter les éclairs au chocolat ou au café. Donc c'est l'occasion justement de parler de ce mouvement à nouveau des Gilets jaunes, puisque j'ai pas mal de questions là-dessus. J'ai fait quand même quelques articles entre-temps, à un moment où je ne me suis pas exprimé, parce que je l'avais longuement fait hein, sur deux, trois précédentes vidéos, et même avant que le mouvement éclate et qu'il s'intitule les Gilets jaunes, hein, j'avais déjà prévenu hein, dans la façon dont tout a été orchestré, tout a été monté en épingle. J'avais prévenu que au sortir hein, de l'élection présidentielle et surtout législative, hein, à la fin de cette séquence, les gens étaient douchés, en avaient assez de la séquence politique et ils avaient boudé les urnes. D'ailleurs, tout a été voulu hein, depuis de nombreuses années. Nos politiques hein, font en sorte hein, justement que nos concitoyens boudent les urnes par différentes méthodes. On les écœure par les affaires, on les écœure aussi même par rapport aux primaires aussi. C'est une manière, c'est un peu le retour du chiffrage censitaire qui ne dit pas son nom puisque vous devez verser une petite somme. Voilà, donc en fait, on voit qu'il y a un taux d'abstention quand même qui a été record hein, ces dernières années, sauf que pour cette présidentielle-là, vous avez vu qu'il y a eu quand même beaucoup de monde qui s'est mobilisé parce que il y avait, les gens ont senti que c'était une élection extrêmement importante. Et c'est vrai que pour la présidentielle, en général, les gens se mobilisent. Et puis parce qu'il y avait, par rapport au sondage, hein, vous avez vu, les différents candidats des différents courants étaient un peu touche à tout, touche-touche, quoi, quelque part. Ils n'étaient pas très loin en termes de pourcentage, hein, ils étaient tous autour de 20%. Donc c'était une France qui était, comme je disais dans le passé, la France pliée en quatre, hein, et c'est tout à fait ça. La France était coupée en quatre quelque part, et voilà, chacun espérait peut-être que son candidat arrive, et puis finalement, au dernier moment, hein, vous avez vu, c'était la douche écossaise, les gens ont boudé les urnes, sont partis en vacances, et j'avais entendu à cette époque-là hein, une journaliste dire ah bah ça se réglera dans la rue. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu ce déclic-là, me disant que tout est déjà prévu, il va y avoir une séquence où on va faire monter la colère pour amener les gens dehors, hein. Donc vous avez vu, il y a eu à un moment donné d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon qui avait essayé de faire une manifestation aussi pour emmener les gens dehors, ça n'a pas vraiment marché, etc. Puis, par contre, après, vous avez vu les membres du gouvernement qui s'y sont mis, alors ils n'ont pas eu trop de mal, puisque dans un premier temps, on a eu cette séquence-là où on a eu Emmanuel Macron qui était présenté d'abord plutôt comme un Superman, un super jupitérien, il s'est autoproclamé jupitérien, donc un héros, tel un héros de Marvel qui était censé avec ses petits bras faire un retour de la croissance. D'accord, et régler tous les problèmes hein, de la France. Et d'ailleurs, il y avait plusieurs images hein, qui étaient présentées comme ça de manière valorisante jusqu'à la fin de l'année 2017. Et puis ensuite, après, avec l'arrivée de Saturne en Capricorne, là, retour à la réalité, fini hein, cette séquence-là. Et là, c'est comment dirais-je, la gueule de bois après le jour de l'an, les festivités de fin d'année de 2017. Et là, les Français ont découvert avec stupeur toutes les mesures hein, qui leur ont fait si mal pendant toute l'année 2018. Et tout ça, c'était doublé, hein, vous l'avez vu, de déclarations fracassantes en plus et humiliantes de la part de tout le gouvernement avec des éléments de langage. C'était fait exprès, et ça je l'ai dit et redit. Ne peut pas me dire de ne pas avoir tenté de prévenir. En tout cas, bah, c'est vrai que moi, je n'ai pas l'audience de BFM TV forcément, hein, donc il y a très peu, il y a pas beaucoup de monde hein, qui regarde mes vidéos. Donc on peut pas, on essaye de lancer des alertes, on essaye aussi de faire ce dépassement de fonction dont je vous ai parlé, hein, qui va au-delà de faire des prévisions et prédictions, puisque vous voyez, j'essaie de décrypter, d'analyser de l'actualité. Et c'était aussi pour vous dire, attention, attention, il ne faut pas se laisser instrumentaliser. Et finalement, vous voyez, cette colère-là qui vient de très très loin, cette colère sociale, elle existe depuis des années en réalité, hein, elle vient d'une souffrance hein, sociale. Déjà, on avait parlé de la fracture sociale dans les années 95, hein, vous vous en souvenez, et puis là, aujourd'hui, c'est pire. Et en fait, si vous regardez bien, donc il y a eu, c'est comme si les médias, hein, qui sont bien entendu de connivence avec les politiques, puisque comme vous le savez, les médias appartiennent
10 milliardaires, ces mêmes 10 milliardaires qui en réalité ce sont eux qui gouvernent hein, via les grands industriels, la plutocratie, hein, on va la mettre sous ce label-là, ont décidé en fait d'appuyer sur un bouton, de dire c'est à ce moment-là que vous allez vous mettre en colère les amis. Vous voyez, c'est pas la colère sociale, elle aurait pu se réveiller avant. Elle aurait pu se réveiller par exemple au moment des vaccins. Moi je me souviens, j'avais publié une vidéo qui a fait d'ailleurs très peu de vues sur les vaccins, qui est quand même un problème très grave, sur Linky, sur de nombreuses autres injustices finalement. Bon, et vous voyez que les Français sont sortis sur quoi? Sur l'essence, parce que c'est vrai ils se sont dit sur ça, c'est sûr, on les prend, on les prend à la gorge avec ça. Et donc, obligatoirement, ils vont sortir, ils vont être jaunes de colère. Et ils avaient déjà tout prévu. Hein. Ils avaient prévu même l'habit hein, fabriqué apparemment par les industriels aussi, hein, qui sont des copains Macron. Je sais pas, j'ai entendu Bolloré, donc j'essaie de me renseigner pour voir qui fabrique. Après, à vous de faire aussi vos propres recherches. Mais voilà, là aussi, ça fait fonctionner le business hein, d'une certaine manière. Mais les gens sont sortis donc rouges. Pas vert de rage, mais jaune de colère. Et là, on avait bien détaillé hein, sur nos précédentes vidéos. On avait détaillé, on avait dit que Jupiter, donc Neptune, donc c'était un Jupiter, hein, donc permet les rassemblements, les grands rassemblements. Neptune, donc ça donne aussi la foi en quelque chose, hein, la foi d'arriver peut-être à essayer de renverser quelque chose, hein, renverser le gouvernement, renverser le pouvoir en place, mais avec Neptune que c'était utopique. D'accord? Et on avait bien expliqué que tout serait fait pour saboter ce mouvement. Que cette colère, elle est mue par Mars, parce qu'au moment où le mouvement a démarré, c'était le 17 novembre. Donc le 17 novembre, donc sous un signe Scorpion. Scorpion avec Pluton à côté de Saturne en Capricorne, donc le signe qui calcule, hein, qui programme. Hein, c'est le signe de la programmation, le Capricorne. C'est un signe qui laisse rien au hasard, qui programme de longue date. Avec Saturne, et puis on avait également Mars, hein, donc qui est le deuxième maître hein, du Scorpion, qui est en Poisson, donc un signe plutôt émotif, c'est un signe effectivement pacifique, comme vous avez pu le voir, effectivement le mouvement a démarré de manière pacifique, c'est vrai, les intentions étaient bonnes, on a vu les retraités, on a vu un petit peu de tout le monde, mais vous avez bien vu que tout a été mis en œuvre hein, pour mettre le focus sur l'Élysée notamment, hein, où il y a eu pour moi c'est un traquenard, c'est-à-dire c'était un piège. Et Mars en Poisson, donc Mars symbolise la colère, Mars en astrologie médicale aussi gouverne le bélier, gouverne la tête et les yeux. Et les yeux, c'est la vue, c'est-à-dire en fait on a le regard brouillé par la colère. Vous voyez, quand quelqu'un est en colère, il n'est plus maître de lui-même, il n'est plus maître de ses émotions. Là, on retrouve Mars, maître du bélier, hein, où on retrouve Uranus. Uranus, voilà, où il y a le déclenchement par les médias, avec ce carré à nouveau à Pluton, donc le cycle de la grande crise, hein, Uranus-Pluton, donc qu'on a retrouvé aussi hein, précédemment dans la période de guerre, etc. Hein. Donc voilà, tout ça pour vous dire que tout a été fait pour après monter en épingle, pour faire le focus d'abord sur l'Élysée, où on a laissé croire donc que Emmanuel Macron était en situation de faiblesse ou qu'il n'avait pas bien verrouillé les alentours de l'Élysée. Les gens ont pensé, peut-être à tort, c'est même sûr, hein, qu'ils allaient prendre l'Élysée. Il y en a, ils se sont imaginés même avec peut-être la tête d'Emmanuel Macron à un pic, hein, et comme en 1789, je l'ai vu ça sur Internet. Hein. Donc ça, c'est n'importe quoi. Donc, et puis bien sûr, après, l'acte 2, l'acte 2, on en a parlé, nous, sur le blog. Alors voilà, donc hein, comme vous avez pu le constater, donc il y a eu ce focus fait sur Paris, alors qu'en province, tout allait bien, hein, c'est-à-dire que les gens ont plutôt dans l'ensemble manifesté pacifiquement. Et puis pour Paris, par contre, petit à petit, hein, il y avait, voilà, ça commençait à chauffer forcément. Et d'ailleurs, déjà d'entrée de jeu, quand il y a eu cette manifestation programmée le 24 novembre, donc on leur a dit ce sera Champ de Mars et rien d'autre, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'on a voulu les assigner les gilets jaunes hein, sur Paris à un périmètre bien spécifique. Voilà, et donc forcément ça a suscité la contestation. Voilà, les gens n'ont pas respecté forcément, n'ont pas voulu hein, qu'on leur donne un périmètre comme ça, et donc voilà, et en plus Mars, hein, donc vous voyez le champ de Mars, c'est un rapport avec Mars à nouveau encore, hein, le dieu de la guerre, hein, alias Arès. Donc vous voyez tout de suite,
ça donne, ça, vous voyez, on retrouve bien la correspondance hein, entre les mouvements célestes, hein, la symbolique, voilà, et les événements qui se sont écoulés après par la suite. Parce que vous voyez, là, on a terminé l'acte 6 et on va y venir ensuite. Hein. Vous voyez jusqu'où on y arrive. Donc là, moi, j'avais fait cette analogie aussi historique avec ce 17 juillet 1791, justement sur le champ de Mars, où j'avais le maire hein, de l'époque de Paris, qui s'appelait Jean-Sylvain Bailly, qui avait décrété la loi martiale, justement, qui permettait aux forces, et là on retrouve encore Mars, la loi martiale hein, de l'ordre, permettait aux forces de l'ordre de faire usage de leurs armes après sommation. Donc j'avais mis, est-ce que l'histoire va se répéter à l'identique? Bien entendu que je sais bien que ça ne va pas se répéter à l'identique, hein, qu'ils n'allaient pas tirer sur les gens, enfin on ne sait jamais, après tout, tout est possible. Et donc voilà, j'avais fait toute une petite analyse, j'avais dit effectivement que déjà il y avait eu des décès, etc. Donc voilà, j'avais fait l'analogie entre cette période-là et qu'il pouvait y avoir à nouveau du grabuge, hein, d'accord? Donc je crois que cette séquence-là, il n'y avait pas eu de difficulté, où ça s'est passé relativement bien, il y a eu quand même des échauffourées. Donc j'avais terminé en disant effectivement qu'avec quelqu'un voilà, qui s'appelle Christophe Castaner. J'avais fait un jeu de mots, histoire de faire un petit peu d'humour hein, dans cette période tragique, en disant qu'avec tous ces ingrédients qui sont réunis, ça devrait castagner. Et donc sur l'acte 2, hein, apparemment ça s'est plutôt pas trop mal passé, mais c'est sur l'acte 3 où les choses ont complètement dérivé. Donc vous avez eu l'acte 3, et là, tout le monde, ces images ont fait le tour du monde, hein, et beaucoup de gens ont été stupéfaits, puisque vous voyez, au départ, hein, on vous a annoncé ce mouvement-là comme pacifiste, comme un mouvement volontaire. Volontaire, tout à fait. Bien sûr que les gens sont allés de plein gré, volontairement. Il y en a qui étaient très en colère. Mais il y a des gens qui sont allés quand même, qui maîtrisaient leur colère. Tout le monde n'a pas foncé tête baissée. Mais disons que ça, ouais, petit à petit, ça a commencé à dégénérer parce que il y avait les casseurs, il y avait les Black Blocs. On l'avait dit aussi qu'il y aurait certainement les Black Blocs. Black Blocs qui sont financés apparemment hein, par George Soros ou en tout cas par des milliardaires qui viennent justement casser. Il y a eu aussi des vidéos, vous l'avez vu, hein, qui montraient des policiers, des faux policiers qui s'étaient déguisés en gilets jaunes, d'ailleurs, qui ont été démasqués. Vous voyez, enfin, il y a toute une orchestration. Et puis sur le plan aussi médiatique, hein. Donc vous avez vu comment ça s'est passé au départ. On a donné puisque les gens forcément étaient heureux de se retrouver, hein, puisque finalement ils se sont dit, c'était un peu comme le top départ, hein, les gens en fait étaient dans les starting blocks depuis très longtemps, ils avaient envie de sortir, ils avaient envie de manifester leur colère, mais voilà, c'est comme si on avait appuyé sur un bouton pour leur dire, voilà, c'est le moment, vous pouvez y aller, on vous donne même les gilets qui vont avec, etc., et vous allez vous retrouver, et comme ça, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas les seuls à vivre cette misère sociale, très bien, et en plus on leur a même donné la parole à la télé. Donc là, on a vu même des gens comme Cyril Hanouna faire des émissions voilà, en invitant des gilets jaunes, les gilets jaunes partout, hein, vous voyez, tout le monde était invité. Donc c'est aussi cette forme de reconnaissance qui a plu aux gilets jaunes, parce que on sait combien ils souffrent, et on sait qu'au-delà de la souffrance économique et sociale, il y a aussi ce manque de reconnaissance. D'ailleurs, ce manque de reconnaissance dont on a déjà parlé par rapport aux agriculteurs. J'avais dit une fois une anecdote qu'un agriculteur avait été interviewé par un journaliste et il avait avoué que cette interview-là lui avait sauvé la vie parce que cette reconnaissance-là lui a permis de ne pas se suicider parce qu'il avait prévu qu'au-delà de 150 000 euros de dette, hein, il se suicidait, quoi, vous voyez. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, le fait d'avoir donné la parole, ça aussi, ça a permis voilà, de libérer la parole et puis de valoriser hein, ces personnes-là en souffrance sociale. Donc très bien, ça c'est la séquence. Puis après, vous voyez, c'est parti en vrille. Et là, après, machine arrière, hein, vous voyez ces mêmes personnes qui ont donné les micros, hein, là, cette fois-ci, vous dire non, non, arrêtez tout. Hein. Donc vous voyez, hein, machine arrière, donc le 9 décembre, hein, comme c'est parti en vrille, sur la place, sur les Champs-Élysées, la place de l'Étoile, hein, vous avez vu avec la profanation même donc du cimetière du soldat inconnu, notamment. Enfin bref, il y a eu beaucoup de choses qui ont choqué, hein, vous avez vu cette bataille rangée, etc. Les gilets jaunes qui se sont plaints d'avoir été gazés, voilà. Hein. Après, ça fait... Et vous voyez, c'était ça que je voulais vous dire aussi, il y avait tout un imbroglio. Après, au bout d'un moment, on ne sait plus
qui fait quoi, vous voyez, c'est ce fameux nœud, hein, ce fameux lacet dont je vous parlais qui était jeune. C'est aussi pour ça qu'à un moment donné, j'avais décidé de renoncer à vous faire ces chroniques d'actualité, etc. Parce que je me suis dit, je l'ai ressenti que ça allait être un imbroglio total et que ça serait difficile de démêler le vrai du faux. Finalement, bon, je me suis ravisé, je me suis dit, je vais quand même, parce que j'ai quand même pas mal de questions de gens qui m'ont interpellé, qui m'ont dit oui, qui voulaient savoir, parce que moi, pour moi, j'étais sûr que tout ça était manipulé. Mais voilà, les gens ont besoin de preuves, ont besoin d'arguments, ont besoin de structurer leur pensée, je peux le comprendre. Donc voilà là, j'essaye justement aussi d'immortaliser, de graver dans le marbre, hein, parce qu'au bout d'un moment, vous verrez dans quelques mois, voire quelques années, on ne saura plus en fait comment tout a commencé. D'accord? Donc c'est important aussi de faire ce devoir de mémoire aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, si malheureusement, comme je le crains, si on bascule dans quelque chose qui s'apparente à la guerre civile, si ce n'est pas déjà le cas, si on n'est pas dans les prémices de ça, eh ben, les gens ne sauront plus, en fait, qui a commencé, comment ça a commencé. Et là, voilà, vous avez notre témoignage à nous, ici, depuis toutes nos chroniques hein, qu'on a fait. Vous pourrez retracer, en fait, hein, les événements, en y rajoutant, bien sûr, tout ce que vous savez, vous. Moi, je le fais vraiment comme ça, très rapidement, mais voilà. Donc voilà, vous voyez, machine arrière, après, hein, Hanouna, BHL, après avoir tendu la parole, sous ce prétexte-là, effectivement, hein, de violence. On dit, ah là là, au secours, maintenant il faut tout arrêter, etc. Puis les commerçants, enfin tout le monde dit ça. Puis vous voyez à nouveau ce personnage, donc Monsieur BHL, donc, qui est dans tous les coups tordus, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Et d'ailleurs, dès le début, hein, quand on regarde même la couleur du gilet hein, jaune, ça laisse quand même, c'est une couleur quand même relativement, c'est une très belle couleur. Moi, je suis pas un spécialiste de l'analyse hein, des couleurs, mais c'est une couleur en réalité qui a déjà été utilisée à plusieurs reprises et qui n'a pas une connotation dans ce cas-là extrêmement positive. Déjà, souvent dans le langage courant, on dit jaune cocu. Et d'ailleurs, il y a Patrick Sébastien qui était un soutien des Gilets jaunes, je ne sais pas s'il l'est encore aujourd'hui, un soutien qui m'avait l'air sincère, avait dit sur un plateau de télé qu'il avait des remontées de la part des Gilets jaunes lui expliquant que ce mouvement était de plus en plus infiltré, qu'ils étaient en train de se faire avoir, quoi, quelque part, hein, qu'ils étaient en train d'être instrumentalisés, et qu'il allait falloir changer la couleur des gilets jaunes, c'est-à-dire ne plus avoir ce gilet jaune cocu, en allusion à ce jaune-là, vous voyez? Donc là, tout ça pour vous dire que, voilà, il y a de plus en plus de gens d'ailleurs qui ont abandonné le mouvement. Vous avez si vous vous souvenez, cette couleur jaune, hein, c'était la couleur du logo de Touche pas à mon pote, hein, à l'époque, fondé hein, cette association-là, vous voyez, Harlem Désir, que vous voyez aujourd'hui député européen ou dans les hautes instances européennes, M. Kouchner et puis également M. BHL. Hein. Donc voilà, dès que vous voyez M. BHL, vous vous dites, surtout aujourd'hui avec le recul, vous vous dites que là, il y a, comment vous dirais-je, il y a anguille sous roche, hein, quelque part. Et puis vous voyez encore une fois la couleur jaune. Hein. On aurait pu pousser encore plus loin l'analyse, faire l'analogie avec l'étoile jaune, hein, qui était cousue à l'époque. Bon, ça aurait fait un peu gros, mais vous voyez, là aussi, il y a encore une connotation du jaune qui revient. Hein. Mais c'est vrai, hein, on parle des années 30, c'est tout à fait ça. Les années 30-40, sous l'égide d'Uranus en taureau, là, on retrouve à nouveau, vous voyez, pourquoi poser comme ça stigmatiser une population, finalement, hein, se retrouver avec des gilets jaunes, c'est-à-dire c'est les pauvres, en fait, qui portent un gilet jaune. Et là, c'est pour être identifié quelque part. Pourquoi ne pas manifester normalement, quoi, sans gilet, vous voyez. En plus, d'autant qu'après, vous avez ce mouvement des foulards rouges maintenant, hein, qui apparaît, vous disant que ben, c'est les mouvements contestataires contre les gilets jaunes. Donc là, vous voyez, on retrouve bien l'opposition, l'antagonisme. Donc c'est exactement ce que j'avais pressenti, c'est-à-dire c'est diviser pour mieux régner, puisque entre-temps, ben, vous avez vu le gouvernement aussi qui a mis de l'huile sur le feu. Donc je viens de vous expliquer la séquence, comment ça s'est passé, comment à l'insu de votre plein gré, on vous a fait sortir dehors, on a fait sortir les gilets jaunes, verts de colère, jaunes de colère, mais comment hein, on a instillé ça, et puis après, oh là là, au secours, oh, je veux pas casser la cohésion nationale. J'ai entendu le Premier ministre dire ça. Alors que c'est eux, pendant des mois et des mois, peut-être pas lui, parce qu'ils savent aussi comment il y en a certains qui ont joué les méchants, qui ont joué les cyniques, et puis lui, vous voyez, il a beaucoup été mis en avant, le Premier ministre, parce qu'il a un rôle plutôt, lui, de tempérer. Vous voyez, il y en a toujours un qui joue le méchant, ou plusieurs, ou un groupe hein, qui jouait les méchants,
qui n'arrêtaient pas d'humilier les Français, en même temps que les mesures s'abattaient sur leurs épaules. Et puis de l'autre côté, hein, là, voilà, une fois que ça sent le roussi, hop, machine arrière, oh là là. Donc bon, on va finalement céder quelques miettes, hein, sur des mesures. Alors moi j'avais dit qu'ils ne céderaient rien. Bon, là, c'est pas que je me suis trompé, c'est juste qu'ils ont, c'est une stratégie aussi, c'est-à-dire de faire croire qu'on cède, justement pour revenir dans la posture de gentil quelque part. Mais il faut voir ce qu'ils ont cédé, c'est rien du tout, c'est 100 balles et un Mars, comme je l'ai entendu et je l'ai lu sur Internet, quoi. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'ils ont, c'est des mesurettes, hein, ce qu'ils ont donné, c'est pour faire croire à une partie de la population qui, elle, n'est pas forcément descendue dans la rue, qui soutenait comme ça du bout des lèvres les Gilets jaunes, qui faisait partie peut-être de ces trois quarts des Français qui soutenaient le mouvement, au début, parce qu'ils se sont dit, tiens, c'est un mouvement pacifique, et puis c'est vrai, nous aussi, par exemple, quelqu'un qui est assez aisé, il se dit, ouais, bon, c'est vrai, moi aussi, j'en ai un peu marre de payer, bon, j'ai encore les moyens, mais, vous voyez, il disait, bon, après tout, ils ont bien raison de descendre dans la rue, moi aussi, je le ferais bien, mais bon, après tout, je gagne relativement bien ma vie, donc je peux me permettre de mettre un plein d'essence. Quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois, ou 5 000, il sait bien qu'on lui fait les poches, mais bon, il se dit, après tout, je suis capable de payer, quoi. Mais c'est ceux qui sont sortis dans la rue, c'est ceux qui ne peuvent plus, quoi. Et donc, ils étaient pour. Mais après, une fois qu'ils ont vu que tout ça, ils ont vu les images, hein, donc de cette insurrection, cette bataille rangée en plein milieu, comme ça, des Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde, etc. Avec aussi, il faut rajouter toutes les escroqueries, hein. Quand vous avez vu, il y avait une vidéo comme ça où on voyait une petite journaliste, petite jeune en plus, hein. Ils osent envoyer en plus, c'est des petites journalistes, des petites pigistes, hein, qui vont comme ça sur les terrains. Moi j'ai vu, elle était toute menue. Elle se retrouve comme ça dans un terrain miné, c'est vrai, avec des dangers que ça comporte. Et puis on voit, elle mentait, elle était obligée de mentir, sans doute on lui avait dit de mentir. Elle disait oui, il y a des bombes artisanales, hein, ils lancent des bombes artisanales, etc. Puis tout à coup, il y a un passant, enfin c'était un des gilets jaunes qui était d'ailleurs, il n'avait pas le gilet jaune sur lui, mais il disait, mais non madame, vous racontez n'importe quoi en plein milieu, hein, ça je l'ai mis d'ailleurs sur mon blog, mais vous dites des bêtises, etc., c'est de la désinformation, vous voyez. Et puis après, vite, elle s'est rattrapée, elle lui a posé une question, vous voyez, ça c'est le coup classique, quoi. Quand vous êtes embarrassé, vous posez une question, pourquoi vous êtes là monsieur? Et puis après il a dit, oui, j'en ai marre moi de payer, paye toujours, etc., vous voyez. Donc là, tout ça pour vous dire. Puis il y a eu d'autres encore scandales, hein. Un journaliste qui vous montre que les Gilets jaunes auraient enlevé les pavés ouais, des plus belles avenues du monde, alors qu'en réalité c'était une rue en travaux. Voilà. Là, vous avez carrément donc une pseudo-gilet jaune. Vous voyez, gilet jaune, mais en fait c'était une dame, hein. Quand je rapproche, vous voyez, elle faisait partie de l'entourage d'Emmanuel Macron. Là encore, pareil, hein, la même chose, vous voyez encore dans l'entourage d'Emmanuel Macron, vous avez l'impression d'avoir la réplique de Benalla avec Benalla, hein, on voit une personne proche de l'entourage d'Emmanuel Macron, et donc qui vous fait, qui se drape des habits de gilet jaune, hein, qui fait office justement de manifestant. Donc vous voyez, donc là, le mouvement est infiltré, vous avez plein de, je dirais, de présomptions qui viennent apporter de l'eau à notre moulin, c'est-à-dire les intuitions que nous avions formulées en disant il ne faut pas y aller, il ne faut pas y aller, et ben vous voyez, aujourd'hui, on a plein de preuves, d'éléments de preuve, des débuts de preuves ou des preuves beaucoup plus formelles. Voilà, également la dame, la figure emblématique, hein, des Gilets jaunes qui a fait tous les plateaux télé, etc. Si vous regardez tout ça, ça a été monté en épingle avec les algorithmes YouTube. Hein, elle avait que 200 apparemment abonnés à sa chaîne, et puis elle a fait 5 millions de vues, donc déjà comment c'est possible? Après vous voyez que cette dame-là, elle s'est vendue dans un chat, elle a vendu la mèche, comme quoi elle connaissait en fait Emmanuel Macron, qu'elle avait approché après les présidentielles, qu'elle avait joué un petit peu un rôle d'intendante auprès des journalistes, etc. Comment se fait-il que les journalistes lui ont jamais posé de questions directes pour lui dire « Ah mais madame, on vous a déjà vu, vous, à l'époque vous étiez à Rennes, ou je ne sais où, en Bretagne, où vous avez accueilli Emmanuel Macron juste après la présidence, pourquoi aucune question ne lui a été posée, etc., etc. Vous voyez, donc voilà un peu comment tout est fabriqué, hein. Et puis bien sûr, ils font souffler le chaud et le froid. Un coup, vous voyez, pour enraciner le mouvement, pour donner l'impression qu'on gagne du terrain, alors on vous fait venir des gens en plateau, j'ai vu ça, hein, je me suis jeté un coup d'œil pour voir comment ils traitaient l'information, pour vous dire...
oh là là, Emmanuel Macron a lâché du lest parce que les patrons ont eu peur, ils se sont dit, on a eu des menaces de mort, il faut absolument qu'il lâche du lest, sinon on est mort, etc. Vous voyez? Donc là, les gens, quand ils voient ça, ils disent, ça y est, les gens ont peur, les médias sont avec nous, quoi, limite ceux qui savent pas comment les médias fonctionnent. Hein, ils se disent, les médias sont avec nous, on va y arriver, on va y arriver. Donc ça donne encore plus de détermination. Moi, j'ai vu les vidéos passer où les gens sont encore plus déterminés. Et à l'inverse aussi, quand il y a des injustices, quand les médias font de la propagande mensongère, les gens sont encore plus en colère. Donc ça augmente encore la colère, vous voyez? Donc vous voyez, toute cette confrontation, etc., ça nous emmène dans le mur, comme je disais tout à l'heure précédemment dans la précédente vidéo. Là, avec Rungis, etc., bloqué avec l'approvisionnement, vous verrez si dans le futur, on va vers cette séquence-là, comme malheureusement, comme je le pressens, parce que ce mouvement des Gilets jaunes, moi je le vois comme un signe avant-coureur, hein, de quelque chose de beaucoup plus important dans le futur. Pour moi, j'avais établi en fait une révolution possible plutôt au pourtour de 2023. Mais vous voyez, on peut avoir aussi les prémices. Ça, c'est les prémices. Je dirais, ce mouvement des Gilets jaunes peut très bien être les prémices, le signe avant-coureur de quelque chose de plus important qui surviendra un peu plus tard. Vous voyez, c'est-à-dire que pour moi, pendant cette année jupitérienne du Sagittaire, on va voir, en fait, ça va être un peu la débandade, ça va être un peu la... sans faire de trop d'humour, mais enfin une forme de récréation où ce sera la porte ouverte à toutes les fenêtres, où on laissera le champ ouvert à tout. Voilà, et où, vous voyez, les médias font d'ailleurs le focus quand ça les arrange. Par exemple, hein, sur des magasins qui sont pillés pendant un petit moment, ils ont fait ça. Ça, c'est pour inviter les gens de banlieue ou ailleurs. Je dis banlieue, faut pas que ce soit péjoratif, mais les gens, en tout cas, qui sont plus enclins à se dire, tiens, on va aller, on va aller voler quelques iPhones, vous voyez, plutôt les délinquants, quoi. Vous voyez, faire un appel du pied aux délinquants. Donc, on a fait de la publicité. Clairement, ça a été, moi j'ai vu même, je crois que c'est chez Jean-Jacques Bourdin, un homme, hein, qui se présentait sous l'appellation de gilet jaune, mais ça se trouve, on n'en sait rien, il n'était même pas gilet jaune peut-être, hein, et en plus il se présente avec un prénom à consonance maghrébine, dire oui, oui, on a peur de rien, on va tout casser, menace presque limite de mort, vous voyez. Donc là, vous voyez, tout ça, ça a été monté, cousu de fil jaune. C'est exactement l'article que j'ai publié, un scénario cousu de fil jaune. Ah, et c'est à la suite de ces différents articles que j'ai eu des questions sur ma boîte mail et puis sur une question sur mon blog. Donc pourquoi en fait, hein, je me permettais de dire que tout ça c'était orchestré, parce que les gens en fait à chaque fois ont l'impression qu'ils y vont de leur propre chef. Mais je dis pas le contraire, je dis pas que les gens sont pas en colère pour de vrai. Vous voyez, c'est là où il faut faire la distinction, c'est incroyable. Les gens ont du mal à comprendre. Et c'est là où on retrouve aussi Jupiter, la foi. Hein. Les gens, vous pourrez vous leur prouver. Là, même là, je suis en train de faire cette vidéo-là. Je trouve s'il y a des gens qui sont embrassés ce mouvement-là, ils vont pas aimer. Parce que aussi, il y a la vérité fait jamais plaisir. Parce que les gens aussi sont orgueilleux et les gens aussi ne veulent pas se fier à d'autres personnes qui suivent peut-être de manière beaucoup plus approfondie et depuis très longtemps l'actualité en profondeur et qui vont chercher de derrière les fagots vous voyez, les probables preuves. Hein. Vous voyez, nous ici, on fait ce travail-là assez délicat où on essaie d'exploiter toutes les ressources possibles, en tout cas la plupart, hein, c'est-à-dire l'intuition, l'analyse, les mouvements célestes, le rapport, l'analogie entre l'histoire et les mouvements célestes, hein, aussi, qui épousent aussi, hein, qui sont sur le rythme historique, pour essayer de comprendre les événements, hein, pour avoir du recul sur les événements. Voilà. Donc là, on a eu entre-temps d'autres informations qui sont parues. Apparemment, bon, là, ça va prendre bien entendu toujours avec précaution, mais quand même, quand on a un faisceau de preuves, à un moment donné, il faut aussi être prudent quand c'est comme ça. Et donc, on aurait le magazine The Economist, hein, dont vous savez par qui il est édité, 2017, où on voit d'ailleurs qu'il avait employé, vous voyez, notre langage à nous, hein, les oracles. Et c'est le tarot de Marseille, revisité à la sauce, hein, de 2017, où, voilà, qui est censé vous révéler, hein, des éléments sur la marche du monde, puisque d'ailleurs le magazine La Couverture de 2015 avait effectivement révélé la date du 13 novembre des attentats de Paris. Et donc voilà, et donc si on prend maintenant, voilà, la carte, hein, l'oracle, donc numéro 9, hein, donc on retrouve bien
des bonshommes jaunes. Donc forcément, ça fait penser aux gilets jaunes. En plus, on voit quoi? On voit TTIP. Donc ça, c'est en fait la transcription anglo-saxonne de traité transatlantique, ce dont on a parlé tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire les gens qui n'étaient pas contents contre le traité, le TAFTA, ce qu'on appelle TAFTA en français. Mais si on inverse les lettres, on retrouve TIPP, quoi, la taxe d'importation sur les produits pétroliers, c'est-à-dire ce que touche l'État, hein, d'accord? Où est seul 20% du prix de l'essence, hein, qui est réellement affecté à la transition écologique. Vous voyez, donc là, on retombe encore une fois sur nos pieds. Donc à un moment donné, ça fait quand même beaucoup de faisceaux de preuves. Hein, voilà. Là, après, juste après la carte d'après, donc là, on voit la mort. Donc là, après, il faut voir. Ça peut être un autre événement. C'est pas forcément sur les gilets jaunes. J'ai vu qu'il y a des gens qui ont pensé. Et moi-même, je me suis dit, j'ai regardé comment dirais-je, les cartes du ciel. Je me suis dit, c'est pas impossible. Parce qu'on rentre là, on est dans le signe du Capricorne. Et il n'est pas impossible qu'à un moment donné, on ait encore plus de grabuge. Et d'ailleurs, ça a été le cas, je crois, j'en suis même sûr, hein, sur l'acte 6. On va regarder, mais il n'y a pas eu, mis à part quelques accidents, il n'y a pas eu un attentat, Dieu merci, sur les gilets jaunes, mais ça peut très bien arriver. D'ailleurs, on voit bien ici, sur la carte, hein, on voit, ça me rappelle un petit peu le sigle, hein, aussi du Capricorne. Vous voyez? Donc, et là, on retrouve quoi? On retrouve Saturne, Pluton, Saturne. Donc c'est le grand maléfique, hein, c'était appelé par les anciens le grand maléfique du système solaire, et Pluton, qui est d'ailleurs la planète de la mort. Vous voyez, donc on retrouve bien Capricorne, pour moi en tout cas ça ressemble à ça, et puis on retrouve un nuage, donc là est-ce que ça peut être à nouveau un Fukushima bis, puisque pour le moment on a encore Uranus en bélier, donc le signe du Japon, le bélier c'est le Japon, c'est du signe du bélier. Est-ce qu'on va avoir encore un cataclysme? Est-ce que c'est une guerre? Est-ce que ça va être... Oui, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi, mais en tout cas par rapport à ce mouvement des Gilets jaunes, effectivement, quand on voit la carte, quand on reprend les éléments, hein, on voit bien qu'il y a comme des flots qui recouvrent en fait, hein. Donc là, après, c'est symbolique, c'est pas forcément à prendre au pied de la lettre, ça peut être justement que le piège se referme sur eux. Donc c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. Vous avez vu ces images, hein, stupéfiantes, je voulais vous les montrer, mais je sais que vous les avez déjà vues, parce que moi je regarde pas la télé ou très rarement, de temps en temps je jette un coup d'œil, mais forcément hier, quand c'est arrivé en ouvrant mes pages internet, et ben, je suis tombé sur cette vidéo-là, et je me suis dit que ça allait de toute façon faire le tour. Et je sais que les médias n'ont cessé de diffuser la vidéo, hein, des 3 motards de la police, hein, qui prenaient la fuite pour éviter justement ce lynchage. Donc vous avez vu que l'un d'entre eux a même dégainé une arme. En tout cas, c'est comme ça que, dans la version officielle, hein, ils auraient été violemment attaqués, pris à partie, justement par des gilets jaunes casseurs. Du coup, vous voyez, après, au bout d'un moment, on ne sait même plus. Et sur toutes les chaînes d'infos en continu, je sais que vous en avez entendu parler. Et donc, il n'y a pas eu plus d'explications de ça. Pourquoi, en fait, ces gens-là ont été furieux, puisque, en fait, la vidéo, elle serait pas, d'après d'autres informations, moi, que j'ai, qu'elle serait pas complètement complète. Et en fait, paraît-il, hein, après c'est à prendre avec beaucoup de précautions, que les motards auraient provoqué aussi les gilets jaunes. Après, c'est pas une raison, mais qu'il y aurait eu aussi une provocation, en fait, ce serait une forme de désinformation, qu'il y aurait eu comment on appelle ça?
ils auraient dégainé, une grenade pour disperser, une grenade de désencerclement en fait, hein, pour disperser les manifestants, qui étaient apparemment, d'après certaines sources, hein, pacifistes, etc. Bref, tout ça pour vous dire, peu importe, de toute façon, au bout d'un moment, après, c'est ce que je vous expliquais, il y a un imbroglio, on ne sait plus après qui fait quoi, tout est mélangé, puisque de toute façon, comme j'ai dit, la police, on en a besoin aussi. La police est très importante, puisque c'est une institution, elle permet la cohésion, de conserver la cohésion, hein, nationale. Et il y a aussi des policiers qui sont en souffrance. Et en même temps, de l'autre côté, vous voyez, voilà, il peut y avoir aussi une injustice, puisque eux, ils sont sur ordre. Ça se trouve, ils ont eu effectivement dû dégainer cette grenade d'encerclement, peut-être à tort, sur des manifestants pacifistes. Et puis, voilà ce qu'on retrouve. Et après, vous avez le traitement de l'information. Donc tout ça, ça met de feu aux poudres. Et c'est exactement ce dont on a parlé. Vous voyez, juillet 2016, bon... Voilà, on a fait un article là-dessus et vous pourrez regarder si vous le voulez. On a vraiment décrit les différentes étapes, comment arrive une guerre civile, comment commence une guerre civile. J'avais pris un article que j'avais retrouvé qui était très intéressant. Donc là, vous pourrez le retrouver plutôt à la fin. Souvent, je mets aussi de la documentation en plus, hein, des articles que je suis amené à mettre en évidence. Hein, voilà. Vous pourrez retrouver entre les deux, s'il n'a pas été, vous voyez, enlevé, hein, parce que malheureusement, voilà, hein, psychanalyse, je crois que c'était ça, psychanalyse sur les attentats, psychanalyse sur comment une guerre civile peut naître, hein. En tout cas, vous pourrez retrouver ça, et c'est exactement comme ça que ça fonctionne, voilà, c'est-à-dire là, on a vu le début, donc avec les Gilets jaunes, d'où la raison pour laquelle j'avais incité vivement à ne pas prendre part à ce mouvement. Voici nous ce que nous prenions justement comme solution alternative, plutôt que d'aller dans la rue, puisqu'on avait fait toute cette analyse-là pour expliquer en fait que les manifestations servaient à rien, voire vous desserveraient. Donc j'avais pris justement Bruce Lee, hein, puisqu'on était dans la période sagittaire, je me suis dit, tiens, j'ai eu cette idée-là, je me suis dit, ni ceinture jaune ou gilet jaune, mais ceinture noire de la force intérieure. Et lorsqu'on avait fait notre chronique sur les Gaulois réfractaires, on avait fait une allusion à Bruce Lee, qui disait, vide ton esprit, soit sans forme, soit sans contour, comme l'eau verse de l'eau. Dans une tasse, elle prendra la forme d'une tasse, dans une terre, elle deviendra la théière, l'eau est capable de couler, de s'infiltrer, de goûter ou s'écraser, soit comme l'eau, mon ami, Bruce Lee. Donc Bruce Lee, hein, comme vous le savez, donc il est né le 27 novembre 1940 à 7h12 à San Francisco, sous le signe du Sagittaire, ascendant Sagittaire. Hein, c'est le signe de la pensée haute, hein, des idées élevées, de la philosophie, puisque le centaure, comme vous le savez, il a un instinct à la fois, la force de l'animal, un instinct animal, mais également, il a une figure aussi humaine. Hein. Et c'est vrai que Bruce Lee, c'était pas seulement un acteur de films d'action et un expert en arts martiaux, il était aussi un excellent philosophe diplômé universitaire de cette discipline. Et donc on s'était inspiré de cette métaphore brillante, hein, sur l'eau, donc qu'avait prononcé en son temps le regretté Bruce Lee, pour tenter justement de trouver 3 mois avant le début de la grave crise, hein, politique et sociale des fameux gilets jaunes dont on parle là, qui est en train de s'enliser et s'aggraver, en train d'aggraver pour moi la situation, des pistes de solutions alternatives aux traditionnelles manifestations et mouvements des grèves classiques qui, jusqu'à présent, hein, donc comme vous avez pu le constater, ont plutôt desservi. Et donc pour approfondir notre réflexion, donc par rapport au conseil, hein, que donne en fait le fondateur du Jeet Kune Do, la spécialité de Bruce Lee, le point qui intercepte, qui pourtant donc avait l'art, hein, du combat. Donc il aurait très bien pu prodiguer en fait ce conseil-là aux Gilets jaunes, hein, pour mettre justement toutes les chances de leur côté pour remporter ce terrible combat face à un ennemi, un adversaire aussi redoutable, hein, qui est la haute finance, hein, le faire céder aux revendications de justice sociale et fiscale. Alors bien entendu, c'est difficile d'être catégorique et de parler à la place d'un défunt, qui n'était de surcroît pas un leader syndical, et certainement pas un chef de parti politique, hein, mais une icône, un mythe, hein, qui a traversé les époques et a influencé toutes les générations grâce à son charisme et son génie de la science du combat. Par analogie, justement, puisqu'on avait commencé à le faire, on peut poursuivre, hein, pour extrapoler pourquoi en fait on avait pris cette citation, cette pensée profonde.
Car c'est vrai que Bruce Lee, bah, comme vous le voyez, il était habillé en jaune, hein, d'ailleurs, avec un liseré noir dans le dernier film, hein, qu'il avait tourné, d'ailleurs qu'il n'avait pas terminé, Le Jeu de la Mort. Donc Bruce Lee, bah, vous avez vu, il était pas justement ceinture jaune ou gilet jaune, hein, et donc c'était quelqu'un vraiment un expert en arts martiaux. Et si on connaît les arts martiaux et qu'on a des notions, hein, des notions de cette philosophie qui anime cet art ancestral du combat, on peut se dire qu'avant de foncer tête baissée dans l'arène de la rue et livrer un combat aussi âpre et qu'incertain, il est tout d'abord plus sage de se préparer en amont et d'identifier et étudier qui est votre véritable adversaire, quels sont ses points forts, ses failles, et quelles armes ou coups favoris utilise-t-il. Alors, qui est votre véritable adversaire? Justement, qui est le véritable adversaire du peuple français en ce moment? 90 à 95% peut-être des Français, voire peut-être un peu moins aujourd'hui, parce que la parole s'est libérée, sont convaincus que c'est Emmanuel Macron. En tout cas, c'est ce que croient beaucoup de nos compatriotes. Et là, pourtant, c'est Monsieur François Hollande, hein, le père politique et spirituel, hein, d'Emmanuel Macron, qui vous donnait la réponse dans son célèbre discours du Bourget du 14 janvier 2012, alors qu'il était le candidat à la présidentielle. Hein, il avait bien entendu prononcé ce discours. Ça, c'était par démagogie, hein, c'était juste pour séduire son électorat afin de se faire élire. Mais suite à son discours prononcé, il s'était empressé de se rendre à la City londonienne pour rassurer les marchés, hein. Donc là, le président de la République française, ça, on n'a pas cessé, hein, de le répéter, de le marteler depuis des années, qu'il n'a que des pouvoirs limités, que ceux qui lui sont assignés par Pluton, qui symbolise la finance mondiale, la plutocratie, qui transite depuis 2008, hein, en Capricorne, signe des limitations, des institutions, mais aussi de la programmation et et de la planification. Donc ce fait, hein, bah, il est confirmé par un des plus éminents émissaires de la finance, hein, internationale, gouvernée par Pluton, on l'avait dit déjà dans nos chroniques sur Pluton, on avait expliqué que c'est Monsieur Attali, entre autres, hein, il n'y a pas que lui, mais il est natif du Scorpion, gouverné par Pluton, qui est plus qu'un simple conseiller, hein, des chefs de l'État qui se sont succédés, hein. D'ailleurs, c'est lui-même qui a déclaré «Les élus n'ont plus le pouvoir», hein, dans une vidéo qui fait sensation. On l'avait déjà passé d'ailleurs, hein, sur YouTube. Donc voilà, donc Emmanuel Macron, en réalité, c'est donc au mieux, hein, ce que j'ai répété à plusieurs reprises, hein, au mieux c'est un candidat de télé-réalité, hein, scénarisé par la coproduction Bilderberg, Banque Rothschild, l'Union Européenne, FMI, ONU, les grandes multinationales, les grandes banques. Au pire, c'est un lampiste, c'est vraiment quelqu'un, c'est un pantin qui applique, hein, les directives, donc dans une logique qui va dans l'intérêt des puissances d'argent, mais certainement pas dans celui des Français. Donc ce monde de la haute finance, bah, il est silencieux, il est invisible, insaisissable, symbolisé justement par la mystérieuse, lointaine et énigmatique Pluton. Donc qui est donc dans l'ombre, qui tire les ficelles, avec ses marionnettes, hein, ses dixièmes couteaux, pour semer la discorde et le chaos social de façon subtile, en se faisant passer pour des bienfaiteurs, hein, aux yeux de l'opinion, pour toujours continuer à régner sans partage. Et par effet de mimétisme, et pour suivre le cheminement de la pensée justement profonde de Bruce Lee, il faudrait mieux être silencieux, invisible et insaisissable comme l'eau. Parce que l'eau est en effet un liquide doux, vital, comme calme, pacifique, hein, capable d'épouser n'importe quelle forme, et devient justement cette forme. Bien canalisée par contre et projetée avec une forte pression, l'eau peut s'avérer une force monumentale, capable de fendre la roche, de dissoudre le béton, et d'emporter sur son passage, hein, dans les flots, après un raz-de-marée ou un tsunami, tout. D'ailleurs, là, vous voyez, on va parler climat, il y a un tsunami d'ailleurs qui s'est abattu en Indonésie. Donc vous voyez bien, on en a eu déjà à Phuket en 2004, hein, vous voyez bien que l'eau est capable aussi de tout dévaster aussi, hein, quelque part, hein. Et donc, quelle est l'arme de la haute finance, hein, internationale? C'est quoi l'arme favorite? Eh ben, pour dominer et asservir les peuples, hein, c'est l'argent, c'est la monnaie. Hein, c'est une arme effectivement silencieuse, en apparence en tout cas inoffensive. Et il y a deux armes, hein. Il y a la manipulation mentale, donc là vous l'avez vu, on l'a décortiqué, et puis une autre arme, c'est l'argent justement, hein. Le monde de la finance, donc qui est symbolisé par Pluton alias Hadès, possédait
dans la mythologie un casque qui le rendait justement invisible. Et justement, les financiers ont utilisé il y a 45 ans cette arme silencieuse en apparence douce et inoffensive, mais imparable, puisqu'elle a mis en captivité un autre liquide que l'eau, c'est-à-dire la monnaie. Quand on parle de monnaie, on parle de liquide. On dit, j'ai du liquide sur moi. Un liquide qui est aussi l'autre face d'une même pièce que la nation, puisqu'on a déjà expliqué que la pièce de monnaie, l'argent et la nation sont les deux faces d'une même pièce. Donc là, voir nos chroniques sur l'euro. Et donc cette loi bancaire de 73, dont vous entendrez rarement parler comme par hasard dans les médias, pour ainsi dire, jamais à la télévision, elle fut déterminante dans les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. Pourtant, cette loi a bien été dénoncée par Michel Rocard, avant de partir, d'être appelé dans l'au-delà. Il avait admis que c'est quelque chose qu'il n'a jamais admis dans toute sa carrière. Et pourtant, il a admis que cette loi de 73 a été... Vous pouvez retrouver les vidéos avant qu'elle s'efface sur Internet, où il vous explique tout ça. Et donc, en perdant le contrôle de l'argent, la France a perdu ipso facto la maîtrise de son destin. C'est ainsi que le peuple est aujourd'hui, pour moi, en esclavage, d'où sa rage et sa couleur jaune de colère, de ne plus avoir assez de liquide pour remplir l'essence, pour mettre justement de l'essence. Alors là, comment se débarrasser justement de ce redoutable adversaire? Quelles sont ses failles et ses forces? Parce que sa force est de travailler en réseau, de contrôler désormais toutes les structures étatiques, en plus de notre économie. Donc une infime poignée de gens, 67, détiennent autant, sinon plus que les 2/3 des richesses de l'humanité. Leur maîtrise technique de la communication des canaux de diffusion est totale. Ces gens sont capables de se bagarrer entre eux, quand vous les voyez à la télé, pour s'arroger à la première place, ou en tout cas quand on voit leurs émissaires, puisque c'est pas eux, on les voit jamais, réellement les vrais détenteurs du pouvoir, et conquérir de nouveaux territoires ou nouveaux pouvoirs, mais sont capables de faire taire leurs différences quand ils se sentent menacés, grâce au pouvoir de l'argent. Alors c'est vrai que grâce à ce pouvoir de l'argent, ils ont aussi acheté la majorité des politiques, y compris ceux qui se présentent comme des opposants ou dissidents. Alors c'est vrai que pour nous, c'est un jeu, c'est le principe un petit peu de David contre Goliath, comme ça. Pourtant, en art martial, le point fort est aussi souvent le point faible si on frappe dessus. Donc l'arme qu'il fut utilisée, l'arme monétaire, et aujourd'hui l'euro qui a été utilisé contre nous, qui a tué les tissus industriels, qui a tué notre économie, et indirectement un agriculteur sur deux, par exemple, qui se suicide. Donc c'est cette arme-là qu'il faut réutiliser. C'est-à-dire qu'en fait, on a en face de nous un colosse au pied d'argile. Et d'ailleurs, on les voit, ils sont de plus en plus, eux aussi, faut pas croire, ils sont de plus en plus nerveux. Ils veulent, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils font des erreurs. Avant, en fait, tout était masqué, parce que ça existait déjà depuis longtemps, mais il y avait des miettes, des grosses miettes pour le peuple, donc ça allait, quoi. Ils pouvaient jouer la mascarade. Mais aujourd'hui, on les voit, ils sont de plus en plus nerveux. Donc ils tirent à boulet rouge, et il y a plein de vérités en fait qui sortent. Donc là, on voit d'ailleurs la brutalité aujourd'hui avec laquelle ils veulent aller vite pour faire ce transfert en fait des richesses réelles, du tangible, les services publics, les fleurons français industriels, etc., vers leurs copains justement du privé, alors qu'ils l'ont toujours fait en fait dans le passé de manière progressive. Mais là, cette fois-ci, il y a vraiment une urgence financière. Et là, je vous renvoie à toutes nos chroniques sur les krachs boursiers. Donc, il suffit de regarder justement comment fonctionne le monde de la finance, qui à tout moment peut craquer et se scratcher. Donc, pour comprendre en fait pourquoi ils font tout ça, pourquoi ils sont méchants. Parce que moi, je vois beaucoup de gens là, ils disent mais ils sont méchants, pourquoi Tout d'un coup, c'est un peu comme ça que j'entends les gens s'exprimer sur la toile. Pourquoi ils font ça à un peuple? Comment ils osent faire ça à un peuple? Moi, je vois des gens qui s'expriment comme ça, mais je comprends leur indignation. Mais il faut s'informer avant de se lancer dans la bataille. C'est exactement ce que suggérait très certainement un expert du combat, du combat de rue. Donc pour espérer avoir une infime chance de l'emporter face à ce redoutable adversaire qui tire les ficelles dans l'ombre, il faut donc utiliser la même arme que lui, et en étant comme l'eau, silencieux, invisible, insaisissable, doux et en apparence pacifique, à l'image de Neptune, alias Poséidon, qui est le maître des masses océaniques, donc qui est aussi très spirituel finalement, parce que c'est un combat en réalité qu'on doit mener qui est spirituel. Et
c'est un combat en fait qui n'est pas à mener comme en art martial. C'est pas un combat quand vous montez sur le ring, c'est pas contre l'adversaire, c'est contre vous-même quelque part. C'est pour maîtriser, se maîtriser soi-même, se changer soi-même, s'améliorer. Voilà, là les gens vont combattre pour rien en fait. Ils combattent dans le vide, ils boxent dans le vide, puisqu'ils boxent face à des gens en fait qui sont cachés, tapis dans l'ombre, et ils envoient les gens se fracasser les uns contre les autres. Donc il faut, oui, comme l'eau qui est immatérielle, il faut se désengager donc quelque part du matériel pour aller le plus possible vers l'immatériel. Donc il faut avoir la foi de Neptune que chaque goutte d'eau que nous sommes peut former une marée humaine de contestation. Et c'est exactement comment dirais-je, l'exemple historique que j'avais pris avec Rosa Parks en 1955, qui s'était levée contre l'injustice en restant assise dans le bus lorsque le chauffeur lui avait demandé d'aller s'asseoir dans le compartiment des Noirs, car elle s'était installée dans le compartiment réservé aux Blancs. Et c'est comme ça d'ailleurs que Martin Luther King, donc ils avaient eu l'idée de boycotter la société de bus pendant 8 semaines pour que cette loi ségrégationniste et injuste fût abrogée. Et vous avez le Mahatma Gandhi, par exemple, également, qui avait utilisé cette stratégie de désobéissance civile pour libérer son peuple du joug de la domination britannique en 1947. Alors j'avais bien expliqué, bien entendu, qu'avant, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas tout ça, donc forcément, ils ont subi eux-mêmes quand même des dommages collatéraux, ils se sont fait matraquer, ils se sont fait humilier aussi, ils ont eu... Voilà, mais, parce qu'ils étaient obligés de se réunir. Mais aujourd'hui, nous, on n'est pas obligé de se réunir par Internet, tant qu'en tout cas c'est encore libre. Mais bientôt, ça ne le sera plus, ce sera trop tard. Donc voilà comment, aujourd'hui, en devenant comme l'eau, de chez soi, il est possible, sans s'exposer au flashball, aux coups de matraque, au CRS, au gaz lacrymogène, et puis aussi à la propagande et aux informations mensongères qui vont vous faire passer pour un terroriste, pour vous faire passer pour un casseur, alors qu'en fait, vous n'êtes parti que parce que vous aviez une colère légitime, de boycotter tous les produits et services des firmes contraires à son éthique, sa morale, la santé, l'environnement, la faune, la flore, éteindre la TV, se cultiver. Donc il s'agit d'abord d'un combat intérieur et spirituel à mener pour changer ses habitudes de l'intérieur en les adaptant à son mode de vie, bien entendu, en ciblant le boycott uniquement sur les multinationales qui gouvernent, en utilisant des pare-feux et détournements d'attention des masses par des diversions. Donc il ne s'agit pas de faire la grève de la faim ou bloquer toute l'économie, comme je l'ai entendu, mais au contraire, voilà, de cibler sur l'adversaire qui veut, lui, créer justement ce chaos social et économique, pour que le peuple se bat l'un contre l'autre, pour qu'il y ait cette guerre civile. Voilà, la menace, donc, elle est urgente, car pendant que nos amis Gilets jaunes défilent et défient maintenant chaque semaine, chaque week-end, les forces de l'ordre, et que le reste de la population assiste médusée à ce spectacle effroyable, main basse est faite sur notre économie, avec l'une des plus grandes menaces, on en a parlé précédemment, donc il y a la menace des migrants aussi qui va arriver, donc là qui va encore contribuer à accentuer encore les difficultés. Donc là on va avoir aussi la menace du pouvoir d'achat, de la cherté des carburants, donc pour moi à mon avis ce ne sera que des enfantillages à côté de ce qui nous attend dans le futur, puisque dans le futur, là, on risque malheureusement d'avoir la pénurie beaucoup plus importante sur le plan économique. Donc là, ça peut être beaucoup plus grave. Et d'ailleurs, vous voyez, la nouvelle couverture de The Economist qui est sortie, et qui voit-on 2019, comme par hasard, et ça on l'avait anticipé, vous voyez, Gandhi. Alors Gandhi, ça peut être aussi parce que bientôt on va fêter le 150e anniversaire de sa naissance, certes, aussi peut-être pour dire que l'Inde, c'est un pays émergent qui est en train de devenir de plus en plus puissant. Voilà, d'ailleurs, on voit l'éléphant qui est symbole aussi de richesse, de chance, de réussite, certes, d'accord. Mais c'est aussi peut-être pour nous dire, voilà, on sait déjà qu'à un moment donné, quand vous vous rendrez compte que faire de la politique, faire des manifestations, suivre aussi des faux prophètes, ça servira plus à rien, et que vous arriverez, bien sûr, ce qu'on appelle justement la désobéissance civile, ça sera la seule alternative, et ben ce sera trop tard. Ce sera trop tard, puisque en fait tout sera déjà verrouillé. Vous verrez au niveau de l'alimentaire, etc. Quand on y arrivera à ce stade, ce sera peut-être dans 4-5 ans, peut-être plus. Moi je dirais plutôt plutôt de 2023, à partir de cette date-là, plutôt, peut-être avant, sait-on jamais. Eh bien ce sera un petit peu tard.
Il y a d'autres informations qui disent hein, justement que ce mouvement se serait financé par George Soros, encore une fois, le milliardaire, donc qui dans tous les mauvais coups, et que paraît-il, hein, que c'est possible que ce soit lui, même c'est même certain, qui aurait financé justement cette révolution orange. La révolution orange, vous voyez encore les couleurs donc, de la révolution ukrainienne qui a eu lieu en 2004, le 22 novembre, encore une fois sous le signe du Scorpion. Et là, comme par hasard, vous voyez, le Papa Noël de l'année, hein, 19 décembre, il a été couronné personnalité de l'année 2018 par le Financial Times. Alors, certainement pour le récompenser de ce coup fumant qu'il a réalisé, si c'est bien lui qui est derrière justement cette révolution, pseudo-révolution des Gilets jaunes. Quelque temps, on m'a envoyé aussi une vidéo d'une grande médium, Maud Christen, effectivement, qui avait prédit en 2014 tout ce qui est en train de se passer. Donc écoutez-la aussi attentivement. J'ai écouté, c'est effectivement stupéfiant. En 2014, elle avait déjà perçu, et même peut-être avant, donc une très grande médium. Donc voilà, donc il y a des gens qui vous lancent des alertes, mais les gens ne veulent pas écouter, ne veulent pas croire. Donc voilà, la vidéo, on arrive déjà à 1 heure. Je voulais vraiment vous faire passer ce message pour essayer de réveiller un petit peu les gens, d'arrêter de croire à ces fadaises, je vous le dis franchement, parce que ça commence à bien faire cette histoire-là. Et là, j'ai beau m'exprimer à plusieurs reprises, hein, vous voyez, j'ai fait plusieurs vidéos pour essayer de faire aussi le lien avec la Révolution française, hein, pour essayer d'exprimer, hein, expliquer que Pluton, donc vous verrez, hein, donc il finit sa course qui arrivera dans le Verseau, signe justement des révolutionnaires, mais aussi des libéraux, qui va conférer la toute-puissance au capitalisme. Hein. Les révolutions, contrairement aux idées reçues, sont rarement provoquées par le peuple, puisque Uranus représente à la fois les révolutions, mais aussi le capitalisme et le libéralisme. Vous savez qu'Uranus a une double face. Hein. Et vous voyez que de nombreux secrets d'histoire remontent ces dernières années à la surface, avec Pluton, une résurrection qui est la planète de la mort, mais aussi de la résurrection face au signe du passé, qui est le signe de la mémoire, le cancer, hein, le signe justement de l'histoire, qui régénère en effet les secrets cachés. Donc sur mai 68 par exemple, bon, vous savez aujourd'hui que mai 68, en tout cas pour ceux qui ne le savent pas, c'est aussi une pseudo-révolution, c'est une contre-révolution je dirais aujourd'hui. D'ailleurs vous voyez les têtes de proue, M. Cohn-Bendit, hein, qui faisait partie du mouvement étudiant, puis vous voyez aujourd'hui il est au gouvernement avec Macron, il le soutient, il est pour justement l'arrivée massive de migrants, etc. Donc la Révolution française de 1789, pareil, hein, qui a eu justement lieu sous le signe du cancer avec le célèbre épisode de la prise de la Bastille du 14 juillet. Donc là, 1789, le peuple, hein, qui c'est vrai avait faim, mais en fait il faut savoir que quelques années auparavant, les libéraux en fait hein, fixaient les prix, il y avait une libéralisation du prix du pain, parce que normalement le pain était garanti par le roi, le prix du pain en tout cas, et justement ce prix montait, et donc ce qui avait affamé les gens, donc ça avait été là aussi pareil, instrumentalisé, vous voyez là, à notre époque, les cendants, c'est l'essence, et à leur époque, c'était le pain, justement, le pain sacré. Et donc, c'était fait par la grande bourgeoisie qui voulait prendre la place des nobles. Hein. Donc, elle avait payé un très très lourd tribut en vie humaine, hein, qui s'est chiffré en millions de pertes. Massacres, exécutions sommaires, génocide vendéen de 1793. La terreur, loi Le Chapelier qui interdisait les réunions et les syndicats des travailleurs, qui n'interdisait pas par contre la réunion des clubs UP de la bourgeoisie, de la grande bourgeoisie. Donc il y a eu l'instauration du culte suprême, hein, dépouillant la foi des gens, et on a eu l'abolition, certes, des privilèges. Il y a eu beaucoup de nobles qui se sont fait décapiter, c'est vrai, hein, par la guillotine, mais il y a eu beaucoup plus de sans-culottes, hein, d'accord. L'année 2024, si on se replonge sur l'année 2024, on va jeter un petit coup d'œil à la carte du ciel. Nous sommes sur la carte du ciel de 2024. Donc on voit la reformation en fait du cycle Uranus-Pluton, donc Taureau Verseau, donc Uranus en Taureau, et donc on a Jupiter qui est en Taureau également, avec Pluton qui amorce hein, ses premières incursions depuis 2023 également, mais Pluton à un rythme lent, donc en Verseau. Donc on voit en fait hein, qu'à nouveau on retrouve en fait le cycle Uranus-Pluton qu'on a eu déjà depuis 2011, qui a sévi hein, en Bélier, Capricorne, et là on le retrouve encore avec Jupiter en sus, hein, avec Jupiter, donc là, avec cette conjonction, donc il m'apparaît pour moi quand même très problématique, parce qu'elle rappelle beaucoup le cycle Uranus-Pluton, Lion-Verseau, pardon, oui c'est ça, Lion-Verseau, je ne vous dis pas de bêtises, hein, Lion, donc puisqu'on a eu cette conjonction, donc si on se met sur la carte du ciel, de l'année 1789,
Hein, donc là, visualisez bien, donc, hein, on a bien Pluton dans le signe du Verseau, et on a Jupiter-Uranus, hein, qui forment une quasi-conjonction en Taureau. On a la carte du ciel au moment de la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, hein, donc avec bien sûr un soleil en Cancer, mais surtout donc on retrouve Pluton dans le signe du Verseau. Vous voyez, c'est-à-dire on va retrouver comme ce qu'on va avoir là, à partir de 2023, à partir du 23 mars 2023. Donc c'est pour ça que je vous parle de signe avant-coureur, puisque 2023 c'est plus si loin maintenant, d'autant que quand Pluton se rapproche du Verseau, on a déjà les prémices quelque part de ce qui peut se passer après. Et à l'époque, donc on avait Jupiter, la conjonction Jupiter-Uranus. Et nous, à notre époque, on a Jupiter-Uranus en 2024 ici. D'accord? Donc à cette époque-là, hein, on avait justement, je l'avais expliqué sur les précédentes vidéos, mais je refais un petit rappel pour ceux qui découvrent. Hein, donc on avait donc Jupiter en Lion, donc c'est le signe de la royauté, de la noblesse, de l'absolutisme. Hein. Et donc au moment de la prise de la Bastille, donc on avait l'abolition des privilèges. Mais ça a été en fait les libéraux, Uranus, d'accord, qui trustent en fait hein, les richesses, donc Jupiter, ce qui symbolise aussi la bourgeoisie, le pouvoir politique, de l'absolutisme, hein, de la royauté, l'abolition des privilèges, la séparation des pouvoirs aussi, la séparation, c'est-à-dire qu'on enlève le droit divin, hein, qui était en une seule main, on le partage en plusieurs, très bien à la limite, pourquoi pas. Parce que c'est vrai que avoir dans les mains d'un seul homme, qui ne reste qu'un homme, même s'il a investi de droit divin, donc c'est vrai qu'on pourrait très bien dire, ok, c'est une bonne chose, hein, les lumières, etc. Mais après, il faut voir dans quelles conditions ça s'est passé, puisque derrière, après, le peuple n'a jamais profité réellement, en réalité, hein, de tout ça. Hein. Même si aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit bien. On voit bien que, mis à part la consommation, c'est vrai qu'on a amélioré notre cadre de vie. Mais si vous regardez tout de suite après, même pendant la période révolutionnaire, les gens étaient très très pauvres. Et même après, on a eu la troisième révolution de 1848, où les gens étaient sans dessus dessous, ils étaient extrêmement pauvres. En fait, c'est la bourgeoisie qui a tiré les marrons du feu hein, de cette séquence-là, réellement. Hein. Donc là, vous pourrez retrouver, il y a des historiens qui vous en parlent de ça, qui vous cassent les idées reçues sur la Révolution française. D'accord? Donc là, on voit bien que c'était une nouvelle élite hein, qui a provoqué ce climat de terreur sanglant, donc qui s'est abattu sur tout le peuple. Et quand ces derniers, d'ailleurs, se sont rendus compte hein, qu'ils se sont fait instrumentaliser, c'est là où ils se sont révoltés en réalité. Il y a eu des révoltes aussi populaires, mais là, ils se sont fait massacrer. Hein. Et là, donc, il n'est pas impossible que nous revivions un climat similaire. D'ailleurs, on est déjà peut-être en train de le vivre. Mais cette fois avec Uranus, qui se chargera de truster cette fois-ci les propriétaires fonciers et terriens. Hein, d'accord? Parce que là, c'est en taureau. Cette fois-ci, c'est plus en lion. Donc, les épargnants, les rentiers qui se feraient déposséder de leurs biens et deniers personnels. Donc, le taureau, donc c'est le signe de l'économie, de l'épargne et des biens matériels de la nature. Donc face au scorpion, d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de voir, hein, les signes avant-coureurs. On voit bien que tout est en train d'être trusté, tout est en train d'être passé au privé. Donc cette séquence pourrait se produire aussi, peut-être un peu avant. Hein. Il pourrait y avoir aussi d'autres cracks. Donc moi j'avais parlé je vous ai donné quelques dates pour 2019 avec des possibles corrections, des marchés plus ou moins importantes, avec pourquoi pas un crack qu'on pourra avoir dès le mois de mai, avril-mai, voire voyez, dès l'entrée en vigueur d'Uranus en taureau, hein, le retour d'Uranus en taureau le 7 mars, puisqu'on pourrait avoir ce tsunami, comme on avait eu le tsunami et la catastrophe Fukushima quelques heures plus tard, après l'arrivée d'Uranus en bélier, eh ben, on pourrait très bien avoir un tsunami financier. Ça, c'est quelque chose que je n'exclus pas. Toutefois, c'est vrai qu'il y a d'autres dates beaucoup plus importantes où il pourrait y avoir le crack. Ce serait par exemple avec le retour de Jupiter en Capricorne autour de l'année fin d'année 2019, début d'année 2020. Hein, on aurait surtout au mois de mars, mai, avril-mai 2020. Là, on pourra avoir aussi un autre crack. Et puis après, là où on peut avoir vraiment un big tsunami financier, ce serait plutôt à cette période-là. Puisqu'on retrouve en fait le cycle Jupiter-Uranus, comme on avait là Jupiter-Uranus, c'est un cycle qu'on a déjà vu et qui symbolise bien justement hein, les cracks boursiers. Donc là, je vous renvoie à nos chroniques sur les cracks boursiers. Hein, où vous comprendrez en fait que tous ces soubresauts financiers pourraient finalement être distillés tout au long hein, de ce cycle
Uranus en taureau hein, qu'on va avoir. À partir de maintenant, on verra qu'il y aura de plus en plus de monde progressivement qui ne pourra plus payer son crédit immobilier, ses impôts fonciers, les droits de succession de plus en plus lourds, ce qui va permettre aux grands capitalistes, hein, symbolisés par Uranus, de récupérer tous ces biens tangibles. Donc là, je pense qu'on a vraiment fait le tour hein, sur les gilets jaunes. Juste, je dirais, j'avais fait un tirage de cartes pour savoir si le mouvement avait perduré. Moi, je dirais oui. Je pense même qu'il peut y avoir une femme qui pourrait émerger, une nouvelle. Plutôt, je vois une femme plutôt jeune, plutôt pas mal, qui pourrait peut-être être une figure de proue, éventuellement même pour des raisons aussi politiques, puisque le mouvement, on voit qu'il est en train de dériver vers un mouvement beaucoup plus politique, avec le fameux RIC, par exemple. Bon, je vous ai dit ce que j'en pensais, notamment pour les européennes et puis pour d'autres, peut-être, élections futures.